Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Isabelle Gébus, la directrice du COSIP, le Centre d'orientation des stages et de l'insertion professionnelle de l'Université de la Polynésie française. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième webinaire de Cap sur l'Hexagone pour l'escale finance. Alors, Cap sur l'Hexagone, qu'est-ce que c'est? C'est un serious game qui vous aide à découvrir à travers différentes escales toutes les démarches à entreprendre pour préparer votre séjour dans le cadre d'un départ en métropole ou au Canada pour une poursuite d'études. Donc, dans un premier temps, en vous rendant sur le site internet www.education.pf/cap sur l'hexagone tout attaché, vous trouverez pour chaque escale différentes ressources qui sont de l'ordre d'informations générales, de documents à télécharger et de capsules vidéo qui vont présenter différents dispositifs et des interviews, des témoignages de personnes qui sont parties en métropole ou au Canada. Mais l'intérêt principal de ce webinaire, c'est bien sûr de répondre précisément à vos interrogations afin de vous aider au mieux à préparer votre séjour. Donc, je vous encourage fortement, si vous nous rejoignez en direct, eh bien, à poser vos questions dès maintenant dans le chat de ce Zoom ou alors au fil de la discussion en utilisant l'outil lever la main de Zoom. Si en revanche vous visionnez ce webinaire de façon décalée, c'est-à-dire en replay, eh bien, et que des questions surgissent, surtout n'hésitez pas à nous envoyer un mail afin qu'on vous oriente vers le ou la bonne interlocutrice. Donc, je l'ai déjà précisé, mais pour garantir la qualité du son, je vais vous inviter à couper vos micros et à les rallumer uniquement lorsque vous prendrez la parole. Donc aujourd'hui, j'ai mis mon casque de pilote pour vous embarquer dans l'escale finance de ce webinaire Cap sur l'Hexagone. Ensemble, nous allons aborder aujourd'hui les aides financières à votre disposition, les relais qui existent au cas où vous rencontreriez malheureusement des difficultés financières, et on aura également le témoignage d'une ancienne étudiante qui va revenir sur son expérience dans l'Hexagone. Pour vous expliquer tout cela et pour répondre à vos questions, j'ai la chance d'être accompagnée par trois invités que je remercie beaucoup de nous avoir fait le plaisir de nous rejoindre et à qui je vais céder la parole pour se présenter. Mais je vais commencer par Evodie, s'il te plaît. Salut Isabelle, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Evodie Castel-Oueva, chef de service de la Maison des œuvres universitaires et de la vie étudiante à l'UPF. Et donc, je vous parlerai un peu des aides financières possibles pour la métropole. Merci. Donc, tu es accompagnée aujourd'hui par Germaine. Bonjour à tous, bonjour Isabelle, bonjour à tous les étudiants et futurs étudiants. Donc, moi, c'est Germaine Mondéjar, assistante sociale, donc en faveur des élèves et des étudiants, et conseillère technique, assistante sociale à la DG2E. Et donc, enfin, Pardon. Ne t'inquiète pas. Et enfin, nous sommes rejoints également par Naline, que je vais laisser se présenter. Alors, bonjour tout le monde, oui, moi c'est Aline et je suis ancienne étudiante à l'Académie de Bordeaux. Donc, pour vous présenter un peu rapidement mon parcours, j'ai eu mon bac il y a quelques années de cela maintenant. Et suite à ça, je me suis envolée pour la métropole, pour l'Académie de Bordeaux, où j'ai eu l'opportunité de faire mes études, une licence en philosophie et un master en documentation. Suite à ça, je suis restée 2 ans en métropole pour des raisons personnelles. Et maintenant, ça fait 3-4 ans que j'ai eu la chance de pouvoir revenir et d'exercer au Fénois. Écoute, je te remercie déjà pour cette présentation qui nous promet plein de détails très concrets sur ton séjour qui n'est pas si lointain que ça finalement. Alors, ce que je vais commencer par proposer, c'est Evodie, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous aider à y voir un peu plus clair dans les aides qui sont disponibles lorsqu'on souhaite poursuivre ses études en métropole ou au Canada? On a quand même la chance d'avoir ici le
le pays et l'État qui ont mis en place un certain nombre de dispositifs pour donner des coups de pouce, mais c'est peut-être un peu difficile, c'est peut-être un peu la jungle pour des jeunes qui essayent d'y voir plus clair sur ces dispositifs. Donc, explique-nous Oui, tout ça. oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a plusieurs aides du pays et de l'État. Alors, ce n'est pas forcément évident à chaque fois pour les étudiants, les lycéens de s'y retrouver par rapport aux périodes d'inscription, aux différents types d'aides. Alors, en matière d'aide financière, le pays propose donc des allocations d'études. C'est soit la bourse ou ça peut être aussi un prêt d'études. Celui-ci, donc, cette allocation, en fait, elle est calculée, définie en fonction des revenus familiaux, du nombre d'enfants à charge, hein, donc des points de charge qui sont calculés, qui sont pris en compte, qui déterminera l'attribution d'une bourse ou d'un prêt d'études. Voilà. Il faut, alors c'est une bourse qui est versée sur 12 mois, de septembre à août. Et selon le cycle d'études, l'allocation est différente. Pour un premier cycle d'études, donc niveau licence, elle est de 59 666 francs, donc 500 euros. Et pour un niveau master, l'allocation est de 71 599 francs, donc l'équivalent de 600 euros. D'accord. Voilà. Oui. Donc ça, c'est si on est boursier sur critères sociaux, c'est bien ça? Oui, voilà, c'est ça. Donc, il y a une condition aussi de résidence, hein, c'est 1 an de résidence minimum en Polynésie française. Alors, concernant cette allocation d'études, en fait, les boursiers aussi ont une prime d'installation pour une première demande et une première année d'études en métropole. Une prime d'installation qui est de 29 832 francs. Donc, c'est intéressant aussi, hein, c'est toujours une aide financière supplémentaire qui est versée en général le premier trimestre, durant le premier trimestre d'installation. Après, bien sûr, c'est en fonction aussi de l'inscription de l'étudiant, du justificatif hein, de scolarité à envoyer. Voilà, il y a des documents à fournir, oui. Quand tu dis que c'est en fonction de l'inscription de l'étudiant, ça veut dire que cette aide, elle existe pour certaines filières, mais pas pour toutes, c'est ça? Par rapport au versement de l'aide plutôt, en fait, plutôt l'étudiant renvoie ses documents de sa preuve d'inscription, plutôt il percevra la bourse et aussi cette aide financière. Hein. D'accord, donc ce n'est pas conditionné par son choix d'études, c'est vraiment conditionné par la rapidité avec laquelle il va pouvoir vous restituer les documents dont vous avez besoin. Et donc ça, à contrario de la première aide dont tu nous parlais, elle est versée en une seule fois, a priori, dans le premier trimestre, donc suivant l'inscription. Tout dépend du coup de combien de temps on a mis à renvoyer les documents. Voilà. Alors, pardon, excuse-moi, on a une première question qui vient de nous arriver, qui est est-ce que si l'on perçoit une bourse du territoire, on est obligé de revenir travailler en Polynésie à l'issue de ses études? Alors, concernant l'allocation d'études, non. Il y a une autre aide en fait du pays qui est la bourse majorée. Oui. Une autre allocation voilà, d'études qui, elle, est accordée au mérite sans condition de ressources.
Donc, cette aide varie entre 60 000 et 150 000 francs par mois. Et par contre, concernant voilà, cette aide, en fait, les bénéficiaires doivent s'engager auprès du pays, donc par convention, à revenir en fait travailler hein, sur voilà, en Polynésie. Mais pas pour la bourse normale. Voilà, hein, voilà. Donc, Uniquement pour la bourse majorée. Uniquement pour la bourse majorée. Du coup, je vous rappelle encore une fois, sur le site Cap sur l'Hexagone, vous avez le récapitulatif qui précise également justement les critères et les conditions. Donc, il faut être vigilant en fonction des aides auxquelles vous faites appel. Les critères sont différents et surtout les obligations parfois varient aussi. Donc, il faut vraiment bien se renseigner avant d'entamer cette procédure. Donc ça, c'était des aides du pays. Et peut-être juste rajouter aussi concernant la bourse du pays, il y a aussi une prise en charge du transport aérien, un aller-retour par année d'études. Donc ça, c'est intéressant aussi, hein, qui est prise en charge par le pays. Donc un aller-retour par année d'études. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, j'en profite pour vous rappeler qu'il y aura également une escale spécifique sur la mobilité et notamment les transports, pendant laquelle on reviendra plus en détail sur cette aide. Mais effectivement, on peut d'ores et déjà noter dans son petit budget prévisionnel qu'on peut bénéficier d'une aide pour les transports. Alors, après, il y a aussi une bourse d'État sur critères sociaux pour laquelle il est possible donc, de faire une demande. Celle-ci, donc pareil, elle est attribuée selon les revenus de la famille, le nombre d'enfants à charge et l'éloignement du lieu d'études. Donc là, il y a un barème qui est défini en fonction donc, des points de charge et des revenus. Un échelon de bourse peut être accordé, donc ça varie entre entre 12 000 francs par mois pour l'échelon 0 bis et 67 000 francs environ par mois. Donc, et c'est versé sur 10 mois aussi. Et c'est vraiment en fonction des revenus des parents. D'accord. Justement, là, je pense que c'est une question de parents inquiets qui se préoccupent des études de ses enfants, qui demandent est-ce qu'un étudiant ou une étudiante boursière a des obligations à respecter pour avoir le maintien de sa bourse. Par exemple, est-ce qu'il y a des obligations en termes de notes, de réussite aux examens ou simplement de présence, d'assiduité en cours? Et oui, c'est ça, puisque la bourse est versée en fonction de l'assiduité aussi, hein, donc à un moment donné, voilà. Et au-delà des deux premiers droits en fait, de bourse, pareil, hein, il faut justifier d'un nombre de crédits de semestre, voilà, ou d'avoir validé une année ou plus, hein, selon le nombre de droits que l'on a au niveau de la bourse. Tout à fait. On ne va pas avoir un étudiant qui va faire 6 ans sa première année. Voilà. Là, c'est sûr qu'au bout du troisième droit aux bourses, l'année suivante, il ne l'a plus. Donc, il y a quand même des conditions d'assiduité. C'est vrai que des fois, les étudiants ne s'en rendent pas compte, mais s'ils sont absents, il faut absolument qu'ils justifient. Que ce soit une absence peut arriver, hein, maladie, mais il faut que ce soit justifié. Parce que des fois, on voit arriver des étudiants qui ne comprennent pas pourquoi leur bourse est suspendue alors qu'ils n'ont pas été présents. Donc, conditions d'assiduité et évidemment de réussite. Mais bien sûr, on laisse la possibilité de se tromper une fois, mais voilà, il ne faut pas que ça perdure. Pour le coup, on peut peut-être préciser également, parce qu'il y a la réussite aux examens, mais il y a peut-être aussi des questions de réorientation. On peut éventuellement s'inscrire une première fois dans une première année
de droit et peut-être se rendre compte au bout d'un certain temps que finalement, ça ne correspondait pas tout à fait à l'idée qu'on s'en faisait et donc souhaiter se réorienter soit en cours d'année, soit l'année suivante. Dans ces cas-là, est-ce qu'il faut reprendre tout le process ou comment on fait si on change de filière? Alors, selon la réglementation, tu as droit à 2 années. 2 premières années? Ouais, oui, à 2 droits en fait. En première année. Mais voilà. par contre, tous les ans, l'étudiant devra faire sa demande de bourse. D'accord. S'il arrive à se réorienter dans l'année, ce qui peut être rare, ben, tant qu'il est boursier, c'est bon. Hein? Après, il y a aussi des dispositions particulières si l'étudiant rencontre des difficultés familiales en cours d'année. Voilà. Ça, au niveau de l'État, par exemple. Voilà. On peut justifier avec une note sociale, mais faut-il que ce soit réellement des difficultés sociales et familiales, mais qui soient connues là, au moment. Hein, moi, j'ai des étudiants qui ont voulu me rencontrer pour justifier des absences, mais passées, et pour lesquelles je ne les ai pas accompagnés. Donc là, je ne peux pas justifier avec une note sociale parce qu'ils viennent me dire 6 mois après, effectivement, j'étais absent, alors j'avais des gros problèmes. S'ils ont des gros problèmes, on les accompagne et là, on peut effectivement justifier. Voilà. Alors, le maintien de la bourse. Ouais, c'est assez important ce que vous êtes en train d'évoquer. Ça veut dire 2 choses. Donc déjà, si il y a un changement de situation qui s'opère dans le courant de l'année, que ce soit malheureusement pour une situation financière familiale qui se dégrade, ou peut-être également dans l'autre sens, si la situation familiale, s'il y a un emploi qui est retrouvé peut-être, etc. Ça veut dire qu'à la prochaine demande de bourse, il va falloir signaler ça. Et également qu'on peut s'adresser à une assistante sociale, ou plutôt qu'on doit s'adresser à une assistante sociale nécessairement si on souhaite que cette modification, qui serait plutôt une dégradation du coup, soit prise en compte dans son profil de bourse. Alors, pour que ce soit pris en compte dans le profil de bourse, de toute façon, tous les ans, l'étudiant doit reconstituer et donc on leur demande les revenus des parents. Hein. C'est vraiment pour des situations exceptionnelles où il y a eu vraiment quelque chose qui a perturbé la famille ou un gros événement. Là, effectivement, il peut demander à rencontrer l'assistante sociale pour justifier d'une situation exceptionnelle. Très bien. Je vois que Naline voudrait peut-être apporter des précisions sur ce qu'on vient de se dire. Oui, alors je voulais juste compléter parce que Germaine disait que effectivement il fallait renouveler la bourse chaque année, mais je voulais juste préciser pour les étudiants qu'il faut la bourse. Elle se fait, il me semble, aux alentours du mois de décembre, je ne sais plus, en tout cas durant l'année scolaire. Parce que moi, ce qui m'est arrivé pendant ma première année, parce que j'étais boursière, et du coup, j'ai fait mon année tranquillement. Et à la fin de l'année, lorsque voilà, je suis revenue en Polynésie et qu'il fallait refaire tous les papiers, je me suis rendu compte que c'était trop tard. Les demandes de bourse étaient déjà passées. Donc, moi, je pensais qu'il fallait tout renouveler à la fin de l'année. Donc, voilà, c'est juste pour préciser. Je ne sais pas si je me trompe ou si ça a évolué. Mais pour la demande de bourse, ce n'est pas à la fin de l'année scolaire qu'il faut la renouveler, mais il y a une date pendant l'année scolaire qu'il faudra évidemment surveiller pour ne pas rater cette aide qui est essentielle. Je te remercie pour cette intervention. Ça va peut-être nous permettre effectivement d'évoquer l'aspect calendrier pour les demandes de bourse. Ça doit être effectivement extrêmement important de ne pas louper le coche. C'est ça. Effectivement. Alors, concernant la bourse d'État sur critères sociaux, on est encore bon puisque l'étudiant ou le lycéen a jusqu'au 15 mai pour faire sa demande de bourse sur messervices.étudiant.gouv.fr. Et par contre, concernant l'allocation d'études du pays dont je parlais, la bourse ou le prix d'études,
Là, c'est clos depuis le 31 mars. D'accord. Par contre, concernant la bourse majorée, les inscriptions n'ont pas encore démarré. En général, c'est aux alentours du mois de juin à août. Donc là, il faudrait régulièrement se rendre sur le site de la DG2E, donc www.education.pf, pour consulter la période d'inscription. Donc, effectivement, gros point de vigilance pour les futurs étudiants parmi nous. Il y a des aides. On vous encourage à la mobilité, mais il faut vraiment être extrêmement vigilant au calendrier et, petit rappel évidemment, aux pièces justificatives à fournir, parce que tout dossier incomplet n'est pas traité. Des questions nous parviennent sur le chat. Donc, mis à part le montant de la bourse, y a-t-il des différences entre la bourse d'État et l'allocation du pays? Oui, alors on parlait justement de la prime d'installation. La prime d'installation et aussi la prise en charge du transport aérien, puisque dans l'allocation du pays, le transport est pris en charge, alors que pour la bourse d'État, sur critères sociaux, l'étudiant doit en parallèle faire une demande de passeport mobilité via le Haut-Commissariat. D'accord, donc ça aussi, ce sera abordé plus en détail dans l'escale transport. Une autre question, c'est que je pourrais vous poser à toutes les trois, finalement, parce que Naline va peut-être pouvoir nous faire part de son expérience sur la question. Mais admettons que ma demande de bourse soit refusée. Quelles sont les autres possibilités pour moi de financer mes études? Je dirais un prêt, c'est le prêt d'études. Voilà. Si la bourse est refusée, c'est que forcément dans l'étude des critères au niveau des revenus, les revenus des parents dépassent le quotient qui est exigé. Et donc, dans ce cas-là, c'est soit un prêt d'études, soit c'est le financement par les parents. À savoir que je tiens à rappeler, les parents d'étudiants souvent pensent qu'à leurs 18 ans, c'est fini, l'enfant, il est autonome. Sauf qu'il n'est pas autonome financièrement. Donc, jusqu'à ses 26 ans, tant que l'étudiant continue ses études, ce sont les parents qui restent les responsables financiers. C'est bien pour ça qu'on leur réclame les revenus des parents. Donc, il nous est arrivé, c'est extrêmement rare, que des parents refusent de financer des études. Dans ce cas-là, en 5 ans, là, nous avons eu 3-4 dossiers d'étudiants qui ont dû aller au tribunal pour saisir le juge aux affaires familiales pour demander cette fameuse obligation alimentaire. Et effectivement, tant que l'étudiant est assidu et continue ses études, le parent, si financièrement il le peut, il se doit de subvenir aux besoins de son enfant. Et s'il ne peut pas, financièrement, c'est là que la bourse intervient. Donc, moi, j'ai envie de dire, si l'étudiant lui refuse sa bourse, c'est qu'au niveau des revenus des parents, le potentiel, il est là. Maintenant, il faudrait que ce soit vraiment une situation catastrophique, exceptionnelle, où justement là, ils viennent rencontrer l'assistante sociale pour pouvoir justifier d'une situation soit vraiment où il y a un gros conflit avec les parents ou effectivement d'une autonomie financière de l'étudiant. On a des étudiants qui, depuis leurs 18 ans, ont décidé de vivre leur vie et de travailler, de faire des petits boulots à côté et donc sont autonomes. Mais ça, ils doivent le prouver avec des bulletins de paye et tout, parce que cette autonomie financière, elle ne s'acquiert pas comme ça. Surtout, elle perdure peut-être pas forcément si on change de territoire. Mais effectivement, je voulais l'aborder, ça. Donc, il y a l'obligation d'aide financière des parents jusqu'aux 26 ans de leur enfant en études. Donc, vous ne pouvez pas vous débarrasser de vos enfants à 18 ans. Mais effectivement, voilà, quelqu'un qui est autonome financièrement, il doit apporter des justificatifs pour pouvoir faire du coup une demande de bourse en son nom. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, oui. Et il y a d'ailleurs aussi dans ce cadre-là, si l'étudiant ne peut pas bénéficier de bourse ou
ou est en situation de rupture familiale ou de reprise d'études. Il y a aussi des aides spécifiques qui sont accordées via le Crous en métropole. Ce sont des aides soit ponctuelles ou des aides annuelles aussi. C'est ça. Qui correspondent à un échelon de bourse d'État. D'accord. Naline, tu veux peut-être nous apporter un petit peu un éclairage sur ton expérience par rapport aux bourses, à l'autofinancement, à l'aide de la famille. Comment ça s'est passé pour toi? Oui, alors moi, comme je le disais, effectivement, j'étais boursière. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Mais j'avais fait également, avant de partir, un prêt étudiant. Donc, pour compléter un peu la bourse. Et donc, c'est qu'à partir de la fin de mes études, à partir de mon master, que je me suis mise à travailler. J'ai fait des petits boulots parce que voilà, j'avais plus de temps libre, je me suis mise à travailler. Et en fait, là, je me suis dit que si j'avais su, en fait, je l'aurais fait dès le début. Peut-être pas, c'est vrai que la première année, voilà, c'est pas évident. Mais je pense qu'en fait, c'est une histoire de culture. Enfin, ici en Polynésie, voilà, on a toujours papa, on est très couvé par papa, maman. Alors que lorsque j'étais en métropole, j'avais beaucoup de camarades de classe qui, déjà à la licence, étaient quasiment autonomes. Donc, ils travaillaient déjà et voilà, c'était que des petits boulots. Et justement, en métropole, on a beaucoup, c'est quelque chose de très fréquent, donc c'est assez facile de trouver des boulots étudiants. Donc, c'est vraiment des métiers, voilà, des jobs étudiants. Donc, c'est vraiment des métiers qui te proposent de travailler, mais qui tient en compte aussi effectivement du fait que tu sois étudiant, donc qui tient en compte ton emploi du temps. Voilà. Donc, moi, je dis que même sans bourse, sans aide, c'est vrai que ce sera plus difficile, mais c'est pas parce que, enfin, j'aimerais donner un conseil aux étudiants qui souhaitent vraiment partir, mais qui ont peur justement, voilà, de pas pouvoir s'autofinancer. C'est vrai que ce sera pas évident les premières années, mais voilà, de prendre un petit job étudiant. Donc, je conseillerais peut-être de faire si tu n'as pas de bourse, de faire un petit prêt étudiant, comme ça au début, le temps de retomber sur tes pattes. Et après, de pouvoir, lorsque tu te sentiras plus à l'aise, de pouvoir prendre un petit job étudiant pour compléter voilà, tes revenus. Et en plus, honnêtement, moi, la première fois où j'ai travaillé et où j'ai eu mon petit salaire, c'était pas grand-chose, mais j'étais super fière de moi. Donc, voilà, donc c'est vraiment quelque chose que je peux conseiller aux élèves, aux étudiants, si voilà, ils n'ont pas de bourse, ils n'ont pas les moyens. Voilà, c'est de se donner justement les moyens et voilà, de prendre un petit job étudiant à côté. Alors effectivement, c'est un très bon conseil, hein. On parle depuis tout à l'heure du budget. On pourra rentrer peut-être un peu plus précisément dans les détails tout à l'heure, Naline, pour que tu puisses nous expliquer tout ce qu'il faut, les dépenses auxquelles il faut penser. Mais pour l'instant, on est encore sur la partie revenus. Donc, on a évoqué les différentes bourses qui existent. Mais le job étudiant, évidemment, ça peut être une ressource intéressante. Et en plus, au-delà de l'aspect financier, c'est aussi une façon de découvrir peut-être la ville dans laquelle on s'installe, de découvrir le monde du travail. Ça fait aussi accessoirement, même si c'est un job étudiant, une ligne intéressante en plus à ajouter sur son CV. Et évidemment, en étant toujours vigilant avec la compatibilité des études et de la place que prendrait cet emploi, ce job dans son emploi du temps. Mais c'est quand même, ça ne présente que des aspects positifs. Petite question pour Évodie et Germaine. Est-ce que il y a un plafond maximal de revenus pour un étudiant qui aurait un job étudiant à partir duquel il faut qu'il fasse attention parce que s'il travaille trop et qu'il a trop de revenus, il risque de perdre sa bourse? Plafond maximal, non, en fait, je dirais à partir du moment où il est assidu, il continue de percevoir la bourse. Maintenant,
C'est vrai qu'un emploi étudiant, ça ne va pas correspondre à un emploi Oui, à temps plein. à temps plein. complet. Hein. Donc, logiquement, ce n'est pas des revenus qu'il va déclarer parce que ça reste quand même du ponctuel. D'accord. Alors, pendant qu'on discutait, des questions sont tombées sur le chat, notamment, alors, si je suis boursier ou boursière, État ou territoire, est-ce que je paye les frais d'inscription à l'université en métropole? Alors, un étudiant boursier est exonéré en fait des droits d'inscription universitaire et de la contribution de la vie étudiante de la CEVEC. D'accord. Peu importe son âge, Pays ou territoire. Voilà. peu importe son âge. Dès lors qu'il est boursier, Oui. forcément, De toute façon, pour être boursier, c'est maximum 28 ans. 28 ans pour un boursier d'État et 30 ans pour un boursier du pays. Donc ça, c'est peut-être aussi une précision importante. Si parmi vous, certains ont attendu un petit peu de maturité pour reprendre leurs études, soyez vigilants. Effectivement, il y a aussi des conditions d'âge pour pouvoir bénéficier des bourses. Il n'y a pas de conditions d'âge pour poursuivre ces études. En revanche, pour obtenir un coup de pouce financier, il y a des plafonds. Juste avant de te céder la parole, Naline, je vais juste reposer une autre question également. Est-ce que je dois ouvrir un compte en métropole pour recevoir ma bourse ou mon prêt, ou est-ce que ça peut être versé sur le compte en banque de mes parents ici au Fénois? Moi, je dirais que c'est recommandé d'ouvrir, dès que possible, d'ouvrir un compte en métropole ou d'avoir un compte ici en Polynésie. Par contre, je ne pense pas qu'il puisse être versé sur le compte des parents. Oui, en principe, c'est sur le compte de l'étudiant. Dès lors qu'il est majeur. Donc, de toute façon, il faut avoir, enfin, vous conseillez d'avoir un compte personnel de toute façon. Et ensuite, effectivement, il vaut mieux certainement l'avoir en métropole parce que j'imagine qu'il va y avoir la question des frais. Des frais, oui, de transfert, de virement. Voilà. Donc, Naline, tu voulais intervenir? Alors, je voudrais revenir sur ce qui se disait sur les frais d'inscription. Donc, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à mon époque, effectivement, nous avions, lorsque tu étais boursier, il fallait préciser boursier d'État, c'est à ce moment-là que tu ne payais pas, on va dire, les frais d'inscription. Alors que lorsque nous étions boursiers du territoire, comme moi, on devait avancer les frais. Voilà. Et te faire rembourser par la suite. Voilà, c'est ça. Mais lorsqu'on va s'inscrire, on est censé avancer les frais. Voilà. Alors, de toute façon, ce qu'on peut peut-être te donner comme conseil également à ce stade, c'est vous allez, dans le meilleur des cas, et je vous le souhaite, obtenir des aides financières et possiblement assez rapidement après le début de votre séjour. Mais au-delà des frais d'inscription, vous allez devoir avancer pas mal d'autres frais sur lesquels on va revenir après, du type loyer, caution, etc. Donc, de toute façon, même si vous êtes boursier et que vous savez que dans les mois qui viennent, vous allez pouvoir compter sur des rentrées d'argent de cette nature-là, il va quand même falloir en amont prévoir un certain montant, avoir un peu de budget d'avance, parce que avant de les percevoir, avant de percevoir les bourses, vous allez déjà devoir débourser pas mal d'argent. Alors, avant de revoir avec toi, Naline, et d'aller un peu plus sur ton expérience, je voudrais simplement une précision de la part de Germaine et Evodie. Là, on a beaucoup parlé de ce qui est possible pour la métropole. Est-ce que parmi les bourses qu'on a citées, tout est accessible aussi pour des étudiants qui souhaiteraient poursuivre leurs études au Canada? Oui. Oui, les allocations du pays et aussi une bourse d'État. Tout ce qui est bourse et allocation du pays, oui. Donc, Canada, mais enfin, je cite le Canada, mais si on souhaite poursuivre ses études aux États-Unis ou en Australie ou etc., ça marche aussi.
Allocation du pays, oui. Alors, pour l'année prochaine, c'est un peu raté, là, puisque c'est clos depuis le 31 mars. Maintenant, bourse majorée, oui, ils doivent pouvoir faire la demande. Alors, la bourse majorée, il y a aussi une condition, c'est que une liste des filières prioritaires doit être arrêtée en Conseil des ministres. Donc, voilà. Après, Elle est accessible où, cette liste, pour savoir si la filière dans laquelle on s'inscrit en fait partie? Elle sera accessible sur le site de la DG2E, donc education.pf. D'accord. Isabelle, Après, est-ce que juste à savoir que quand les étudiants vont décider d'aller étudier à l'étranger, comme aux États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, la bourse reste celle qui est donnée à tout le monde. Il n'y a pas d'adaptation par rapport aux frais à l'étranger. Donc, il faut savoir qu'il y a un autre coût. Hein. D'accord. Nali, non, pardon, excuse-moi. Moé, tu voulais intervenir? Oui, je voulais juste préciser par rapport aux allocations qui sont accordées pour les étudiants à l'étranger. Attention, il faut pour cela que ça passe en commission et que les études qui sont demandées à l'étranger n'existent pas sur le territoire. Merci pour cette précision, Moé. Alors, Naline, tu lèves la main, ça tombe bien, parce que je voulais effectivement revenir sur ton expérience. Je vais te laisser déjà prendre la parole sur l'intervention que tu voulais avoir, et après, j'aurai quelques questions pour toi. Oui, désolée, je reviens encore sur ce qui a été dit. C'était pour la personne qui demandait s'il était obligatoire ou pas d'avoir un compte en métropole. Alors, c'était à mon sens, oui, c'est un peu obligatoire parce qu'en fait, lorsque tu seras en métropole, tu seras forcément amené à avoir une ligne téléphonique, voilà, faire plein d'achats. Et du coup, pour ces différents achats, ils réclameront un RIB, un compte bancaire de métropole. Donc voilà, c'était juste par rapport à ça. C'est très bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, quand tu es arrivé en métropole, ou peut-être même un petit peu avant, quels ont été les frais, les dépenses auxquelles tu as fait face dès le départ de ton séjour? Alors, déjà, lorsqu'on arrive, il faut se loger parce qu'on n'a pas, à moins d'avoir réussi à trouver un logement à distance, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais voilà, donc lorsqu'on arrive, il faut déjà se loger un petit moment, le temps de trouver un logement qui nous convienne. Et ensuite, justement, il va falloir dépenser pour le logement. Il va falloir avancer 1 ou 2 mois, je ne sais plus, pour pouvoir, voilà, une caution. Ensuite, voilà, il y a tous les frais d'installation par rapport pour équiper sa cuisine, son salon, sa salle de bain. Donc, je pense que le mieux, c'est de trouver des appartements déjà équipés. Mais si ce n'est pas le cas, bon, voilà, il va falloir équiper tout ça. Et ensuite, pour commencer l'année tranquillement, régler tout ce qui est frais de transport parce que, voilà, on va falloir se déplacer. Donc, au lieu d'avoir une voiture, beaucoup préconisent les transports en commun parce que là-bas, c'est assez bien développé. En plus, c'est pas très cher. Donc, il y avait les transports en commun, plus les frais d'inscription. Et voilà, c'est... Donc, les 3 gros postes dès le départ, effectivement, c'est tout ce qui va concerner le logement. Donc, tu l'as évoqué, la caution. La caution, c'est ce qu'on verse pour réserver son logement et ça nous est normalement, dans le meilleur des cas, restitué à la fin de son bail si on rend l'appartement dans le même état dans lequel on l'a trouvé. Le premier mois de loyer, on peut ajouter à ça également l'assurance logement. Oui, effectivement.
Si vous êtes dans une situation où vous devez payer les frais d'inscription, bah, effectivement, il y a les frais d'inscription et les transports en commun, comme tu l'as dit, qui sont quand même dans la plupart des villes relativement bien développés et nettement moins cher vraiment que l'acquisition d'un véhicule personnel voilà, c'est vraiment pas une dépense sur laquelle il faut nécessairement, ou un projet sur lequel il faut nécessairement compter en arrivant en métropole. Donc ça, c'est les dépenses d'installation. Et puis après, dans le courant, dans le mois, en fait, dans la vie sur place, c'était quoi tes principaux postes de dépenses? Donc, tout au long du mois, ben, enfin, déjà, au début du mois, comme je disais, il y avait le logement. Et après, c'était pas grand-chose, hein. Il y avait juste ben, la nourriture et ensuite euh, quelques loisirs comme le cinéma, voilà, le théâtre. Mais sinon, à part ça, voilà, Est-ce pas d'autres dépenses. Oui. Est-ce que tu saurais nous dire à peu près à combien s'est levé ton budget mensuel à peu près dans les revenus, mais peut-être aussi dans les dépenses? Je dirais aux alentours de 800 € à peu près. Donc, D'accord. à peu près 90 à 100 000 francs. D'accord. Donc avec ce montant-là, tu pouvais prévoir peut-être une ou deux sorties dans le mois, manger et avoir un toit au-dessus de la tête. C'est ça. D'accord, très bien. Donc ça, évidemment, hein, le budget que vous allouez au loisir, il dépend énormément de vos envies, mais surtout de vos capacités à les financer. Mais d'après Naline, donc toi, tu étais à Bordeaux, donc plutôt en province, quelque chose qui tourne autour de 800-900 € par mois. Ça permet de s'en sortir euh, assez tranquillement euh, Là. en métropole. Oui, Euh, Evody, tu lèves Isabelle, littéralement la main. oui, c'est ça. J'avais juste une question, Naline. Est-ce que Oui. tu as pu bénéficier d'aide au logement via la caisse d'allocation familiale? Oui, effectivement, en métropole, il y a une aide au logement, l'aide de la CAF. Et mon appartement, j'étais en colocation, il était à 600 € quasiment. Et avec la CAF, nous avons eu une réduction de 300 €. Donc, presque quasiment la moitié du logement en moins. Donc, effectivement, la CAF est une aide très Du coup, importante. ça c'est vraiment un point hyper important, tellement important, le logement, qu'on y a accordé une escale complète, parce Oui. que, bah oui, hein, c'est forcément le premier poste de dépense. Et dans l'escale, bah, vous aborderez notamment les aides qui existent, mais aussi bah, le fait que vous pouvez, via le Crous, faire une demande de logement universitaire. Euh, donc, selon les villes, il y a une offre assez développée. Selon les autres, elle est assez pléthorique. Mais donc, on a estimé que c'était un point tellement important qu'il fallait y accorder une escale complète. Par contre, ce qui est intéressant de savoir dans ce que tu viens d'évoquer, c'est donc toi, tu as fait le choix de la colocation. C'est quelque chose qui existe évidemment en métropole pas mal, mais surtout si vous avez l'intention de partir au Canada, c'est quasiment la voie la plus développée de se loger parce que pour le coup, au Canada, les loyers sont tellement élevés que autrement, ce serait un peu compliqué d'avoir un logement privé seul. Ce qu'on peut aussi dire pour revenir en métropole, c'est qu'il y a un énorme delta dans le prix des loyers en fonction que vous vous trouviez à Paris ou dans les grandes métropoles de province comme Marseille, par exemple, je pense à Marseille, mais même Bordeaux,
c'est déjà pas mal, ou dans des villes plus moyennes où là, vous allez réussir à trouver des loyers plus modérés. Mais je n'en dévoile pas plus. Je laisse ça à la prochaine speakerine de l'escale logement. Alors, on avait une question du coup pour toi, Naline, vraiment, est-ce que ça a été difficile pour toi de gérer ton budget? Comment est-ce que tu as fait pour t'organiser? Est-ce que tu as eu voilà, des mauvaises surprises et des choses auxquelles tu n'avais pas du tout pensé? Parce que je ne sais pas, par exemple, parce que ça n'existe tout simplement pas ici en Polynésie française et qu'il y avait des dépenses auxquelles il fallait penser en métropole. Alors, gérer son budget, j'avoue que lorsqu'on m'avait demandé d'intervenir sur ce webinaire et qu'on m'avait annoncé le thème, ça m'a fait rire parce que je me suis dit que j'étais pas du tout la meilleure personne placée pour parler justement de gestion de budget. Et donc, parce que pour moi, ça a été très difficile, je l'avoue, de gérer mon budget. Et très difficile, pourquoi? Non pas parce que la vie était trop chère, mais parce que, au contraire, la vie, elle était pas chère. Du coup, du coup, voilà, je sortais, j'avais 18 ans, je venais de quitter la Polynésie, c'était la première fois que je quittais la Polynésie. Donc, je découvre la métropole, je découvre voilà, la société de consommation et en plus, je viens de faire un gros prêt. Et, et donc, j'avoue que j'ai pas du tout su gérer mon budget. Donc, je me suis dit que voilà, j'étais pas du tout la bonne personne pour pouvoir intervenir sur ce webinaire. Mais finalement, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Puisque bah, peut-être que discuter de mes erreurs va permettre aux autres voilà, d'éviter de commettre les mêmes erreurs. Donc, Alors, quelle grosse erreur tu as commise dès le départ et qui t'a mis en peine pour le reste du séjour d'un point de vue financier alors? alors plus j'y pense et plus je me dis avoir fait justement ce prêt, j'avais fait un gros prêt, c'était peut-être une erreur. J'aurais peut-être dû faire un plus petit prêt parce que ben voilà, avoir autant d'argent sur moi, ben j'avoue que j'ai un peu dépensé n'importe comment. J'ai acheté plein de choses qui, je l'avoue, ben, étaient pas souvent, pas tout le temps utiles. Donc, c'est qu'une fois, lorsque j'ai vu que, ben voilà, au niveau des finances, que mon argent, voilà, il n'y avait plus grand-chose, c'est là que je me suis posée et je me suis dit, mais où est-ce que j'ai mis tout cet argent, quoi? Et c'est là que je me suis rendu compte que, ben voilà, j'avais vraiment acheté des choses inutiles et que je me suis, voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé voilà, d'acheter utile, d'acheter nécessaire que lorsque c'était nécessaire. D'accord, alors ça, effectivement, oui, on est tous passés par là. Premier salaire ou un prêt étudiant, gros craquage. Mais on a des outils et on en met à disposition. Hein, je rappelle sur le site education.pf/cap sur l'Hexagone. Si vous allez dans l'escale finance, vous allez trouver un document Excel qui vous donne une idée de comment organiser votre budget avec d'un côté vos revenus, vos dépenses mensuelles fixes et vos dépenses annuelles. Et donc, ce qu'on peut conseiller, effectivement, à prendre un prêt. Parfois, on ne peut pas y échapper et il n'y a pas d'autre recours. Donc, voilà, prendre un prêt. Si c'est votre cas, un gros conseil, c'est répartissez-le dès le départ. Voilà, c'est ça. Parce que au lieu de se retrouver avec le pactole au départ, qui est peut-être très difficile à appréhender parce qu'on ne peut jamais retrouver avec ce genre de somme, l'idéal, c'est dès le départ de le répercuter mensuellement sur votre budget dans les revenus. Comme ça, vous savez que vous avez ce revenu-là, vous pouvez accorder ça mensuellement. Parce que accessoirement, vous avez ce prêt qui vous tombe
souvent tout d'un coup dès le départ, mais il va falloir le rembourser à la fin de vos études. Donc, ne pas perdre ça de vue, il va falloir le rembourser à un moment donné. Germaine et Evody ont levé la main. Oui, voilà. En fait, Isabelle, tu as tout dit, mais c'est vrai que quand j'ai écouté Nalani, ça m'a fait un bond en arrière de 30 ans et je me suis revue étudiante à 18 ans. C'est vrai qu'il faut faire attention et tu as effectivement bien dit, gérer son budget. C'est peu de le dire, mais c'est important parce qu'on peut arriver avec une certaine somme d'argent et un coût de la vie qui est plus important à Tahiti. Et quand on voit des yaourts à 2 euros, d'autres choses, c'est vrai qu'on a tendance à acheter, à dépenser, et surtout qu'on est seul. Donc, il n'y a plus personne qui nous dit ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais voilà, donc j'ai un gros bond en arrière pour moi. Je me revoyais dans Nalani. Alors, justement, tu disais, on se retrouve seul. On peut peut-être à ce moment-là de la discussion aussi parler des associations des étudiants de Polynésie française qui se retrouvent un petit peu dans pas mal de villes, justement, donc métropolitaines, et sur lesquelles on peut s'appuyer aussi. Alors, certainement moins pour avoir des apports financiers, mais déjà peut-être dans un premier temps pour pas se retrouver tout seul. Et parce que parmi ces étudiants-là, vous allez en trouver qui sont peut-être déjà là depuis 1 ou 2 ans et qui du coup ont passé l'étape je brûle tout mon budget d'un coup vers la normalité. Donc s'appuyer sur ce réseau-là peut être particulièrement intéressant. Ils ont une page Facebook et un site très bien fait, donc ça s'appelle l'Association des étudiants de Polynésie française et vous les retrouvez dans pas mal de villes universitaires. Donc on a une question pour toi Naline. Est-ce que ça a été difficile pour toi de t'habituer à l'euro par rapport au franc Pacifique? Non, ça va, ça pas été trop difficile. Je me suis assez rapidement, voilà, habituée. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on achète, on est tout le temps là à calculer combien ça nous revenait en francs. Mais voilà, à force de calculer, bon, on arrive assez facilement à mesurer la valeur de ce qu'on a acheté. Mais non, ça va, ça n'a pas été trop compliqué. Et j'aimerais revenir justement sur les associations des étudiants polynésiens, les AEPF, parce que effectivement, pour moi, les AEPF, du moins, voilà, celle dans laquelle, dans la ville dans laquelle j'étais, et ben, ça a été un énorme soutien pour moi, parce que ben, déjà, voilà, on se retrouve seul à l'autre bout, on n'a pas les mêmes dans un pays où la culture est différente, le lien avec les individus est différent, donc on se sent rapidement seul. Et grâce aux AUPF, justement, ben, j'ai pu me refaire faire une famille en métropole. Et ça, franchement, ça a été d'un énorme secours. Parce que surtout, là-bas, ben, on a très vite ben, le cafard, ben, on déprime souvent. Et c'est là-bas que ben avec les autres étudiants, qu'on se soutient et que voilà, on arrive à retrouver de la force pour pouvoir continuer. Voilà. Alors, on a encore une petite question sur les devises. Est-ce qu'on peut changer des francs polynésiens en euros une fois qu'on est déjà arrivé en métropole ou au Canada, le cas échéant? Alors, j'en sais rien, je suppose que oui, parce que moi, j'y suis allée sans aucun franc polynésien. Donc, Vous avez tout changé avant de partir? oui, c'est ça. D'accord. Oui, c'est mieux. Je pense que c'est. Ouais, c'est quand même mieux de changer, hein, c'est franc. Donc, Je vous voulais juste conseillez... revenir. Oui. Ouais, je Pardon, conseille de changer vous avant. Hein. conseillez de changer avant, d'accord. Oui, tout à fait. Et je voulais juste revenir encore sur l'association des étudiants. C'est vrai que là, j'ai eu le retour d'une étudiante qui est sur Bordeaux là, cette année et qui, donc, grâce à l'association, a pu avoir des astuces. Alors, je ne sais pas si c'est dans toutes les villes, mais à Bordeaux, par exemple, il y a un site qui existe où les gens donnent des affaires. Et cette étudiante a pu s'équiper, mais entièrement avec des affaires données et pas des choses qui étaient, comment dire, trop vétustes. Hein. C'était vraiment des placards, des étagères, des tables basses très correctes, canapés même.
Et donc, c'est vrai que par l'association des étudiants, on peut avoir des tuyaux Des bons plans. et justement qui dépannent vraiment au niveau financier. Alors, juste avant de céder la parole à Moé, je vais juste apporter une autre précision sur un poste de dépense auquel il va falloir penser, parce que moi, je viens de la métropole, donc je peux vous prévenir, vous allez devoir acheter des vêtements chauds, quelle que soit la région de métropole dans laquelle vous allez vous installer. Chaussures fermées, chaussettes, manteaux, écharpes vont faire partie de votre garde-robe. Et alors, vous pouvez éventuellement vous équiper avant de partir, mais sincèrement, ce sera d'une part nettement moins cher de le faire une fois que vous arrivez en métropole. Et surtout, ce sera adapté au climat de la région où vous allez vous trouver. Donc, ne partez pas en tongs et en savate et en t-shirt dans l'avion. Ayez une petite laine quand même, mais grosse session shopping de vêtements en arrivant. Moé, tu voulais préciser quelque chose? Oui, apporter une précision par rapport au change du franc polynésien. Si je ne me trompe pas, ça peut être très, très compliqué de changer dans les banques en métropole, parce que je crois qu'elles n'acceptent pas les francs polynésiens. Il n'y a que la Banque de France, il me semble, qui accepte. Et il n'y en a pas partout, des banques de France. Donc, il vaut mieux faire le change ici avant de partir. D'accord. Naline, je te redonne la parole et puis après, on conclura peut-être sur un conseil que chacune d'entre vous aurait à donner à un jeune qui se prépare à partir de l'autre côté du monde. Alors oui, c'était juste un conseil vestimentaire, on va dire, que je voulais donner. Donc, c'est pour revenir sur les achats de vêtements chauds. Alors moi, ce que je conseillerais, parce que moi, quand je suis arrivée, voilà, j'achetais des pulls pas chers, à chaque fois, voilà, des petits manteaux pas chers. Mais au final, je pense que si j'avais acheté un manteau dès le départ de qualité, voilà, un seul m'aurait suffi. Alors que moi, voilà, j'ai acheté des petits manteaux pas très chers qui finalement, ben, j'avais toujours froid ou c'était pas assez comme ceci, pas assez comme cela. Donc, autant acheter un manteau de qualité dès le départ. Bon, je dis pas non plus un manteau à 300 €, mais voilà, comme ça, au Et non, mais moins, d'autant plus qu'il n'y a pas besoin en métropole de mettre 300 € c'est ça. dans un manteau. Vous allez trouver ça extrêmement agréable. Vous pouvez acheter des vêtements chauds de qualité sans complètement vous ruiner. C'est ça. Donc voilà, si on devait conclure, un conseil de la part de chacune pour les étudiants? Mais bon. Moi, je dirais aux étudiants de s'y prendre assez tôt pour toutes les démarches, les formalités à remplir, les demandes de bourse, etc. Et d'aller aussi sur le portail meservices.étudiants.gouv.fr. Il est très pratique, là où ils peuvent faire toutes leurs demandes et avoir beaucoup d'informations. Effectivement, extrêmement bon conseil, hein. L'anticipation, de toute façon, que ce soit pour les démarches financières, mais pour toute la préparation de votre séjour, il faut vous y prendre extrêmement tôt à l'avance pour pouvoir faire ça sereinement, notamment parce que vous allez avoir pas mal de formulaires à remplir, mais des justificatifs à fournir, et certains mettent un peu de temps à pouvoir être disponibles, donc il faut anticiper. Merci pour ce conseil, Evody. Germaine? Oui, c'est ça. Donc, préparez-vous les étudiants, mais surtout, lancez-vous et n'hésitez pas à venir nous rencontrer, que ce soit à la MOVE, nous demander des rendez-vous pour qu'on puisse vous renseigner, vous booster, parce que c'est une tellement belle expérience qu'il ne faut pas que les problèmes financiers vous freinent. Moi, j'ai vu partir des étudiants avec très peu de moyens, partir juste avec une petite bourse. Et là, je suis toujours en contact avec eux. Ça se passe bien. Donc, c'est vrai que c'est l'inconnu, mais qu'ils n'hésitent pas, surtout à venir nous en parler. Et là, on va les soutenir, les renseigner, les épauler. Voilà. Donc, anticipation, oser et surtout, comme tu viens de le rappeler, c'est un grand pas vers l'autonomie, mais on vous accompagne à chaque étape. Donc, vraiment, comptez sur vos administrations et sur vos institutions pour vous aider en proximité à concrétiser votre projet. Naline, du coup, ton petit conseil avant de conclure?
Ben, c'est exactement la même chose que je voulais dire, c'est-à-dire que si vous avez vraiment un projet ou le désir voilà, de vouloir partir en métropole ou ailleurs, ne pas se freiner voilà, par les barrières financières parce que avec les aides qui sont à notre disposition et avec en essayant de trouver un petit boulot à côté, il y a moyen de pouvoir partir et de vivre une scolarité comme il faut. Voilà, donc, j'en profite aussi, puisque après tout, je peux donner mon petit conseil aussi. Ce serait effectivement de résumer tout ce qu'on vient de se dire par vous avez envie de partir en métropole au Canada ou ailleurs, c'est vraiment le moment de votre vie ou jamais de le faire. C'est une aventure incroyable et qui va vous changer pour le reste de votre vie. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Germaine, l'administration, les finances, toute la paperasse, on vous aide, on vous accompagne, mais ne vous freinez pas dans vos envies. Donc, c'est le mot de la fin. Je remercie énormément chacune des intervenantes pour votre disponibilité, pour votre générosité dans les réponses. Je vous remercie, vous les étudiants, d'avoir suivi ce webinaire. J'espère qu'il vous aura été utile et il sera de toute façon prochainement disponible en replay. Donc, s'il y a certaines parties sur lesquelles vous avez besoin de revenir parce que c'est passé un peu trop vite ou parce que vous n'avez pas tout entendu, n'hésitez pas à le réécouter. Et j'en profite également pour vous placer les dates des prochaines escales. Donc, la prochaine escale qui ouvre le 16 mai, c'est l'escale logement dont on parlait tout à l'heure. Et le webinaire associé, ce sera toujours donc à 17 h et ce sera le 25 mai. Donc, si vous voulez échanger en direct avec des intervenants plus spécifiquement sur les aspects logement, c'est le 25 mai. Ce sera ensuite suivi de l'escale mobilité qui ouvre à partir du 30 mai, où on abordera les questions de transport, que ce soit pour se rendre en métropole, mais aussi une fois sur place, avec un webinaire de clôture le 8 juin. Qui sera suivi de l'escale santé à partir du 13 juin et une visio de clôture le 20 juin. Et enfin, l'escale émotion, parce que c'est extrêmement important, vous allez être traversé par tout un tas d'émotions, d'angoisse, etc. Et on a pensé à ça également quand on a préparé ce programme. Donc l'escale émotion, c'est le 24 juin. Et on a très très hâte aussi de vous voir en présentiel après vous avoir conseillé en distanciel. Donc on va vous proposer un événement en présentiel qui aura lieu le 1er juillet et pour lequel il y aura plus de détails très prochainement. Donc toutes ces informations-là, elles sont disponibles sur le site de la DG2E, donc education.pf/cap sur l'Hexagone en un seul mot. Je vous souhaite une excellente soirée.